nous avons parlé un petit peu des méthodes de segmentation. Nous avons commencé par la méthode de segmentation en région et nous avons énuméré quelques-unes des méthodes. Alors, voyons un peu, je fais juste la diaporama. Donc, nous avons parlé du problème de seuil quand il s'agissait de la méthode basée sur les histogrammes. Mais, comme je vous le dis et je le répète tout le temps, il n'y a pas de méthode systématique pour faire quelque chose en VO par ordinateur parce que ça dépend de l'application, ça dépend de l'image, de la dataset. OK, donc nous avons vu cette méthode. Ensuite, donc juste après, il y a la segmentation par croissance de région, region growing method. Hadi, c'est une approche, on dit d'elle que c'est une approche ascendante. Pourquoi? Parce qu'on commence à faire à partir d'un pixel, de certains pixels, et on rassemble autour de ce pixel d'autres pixels jusqu'à arriver à notre région. Ça a été une méthode très utilisée à un moment donné et elle est encore utilisée par pas mal de personnes, d'accord? Donc, tout dépend, comme je vous ai dit, de l'application. Donc, on dit que c'est une approche ascendante parce qu'on commence, le départ pardon, est un pixel qu'on appelle le germe. C'est un petit peu basé sur les méthodes, même principe que les méthodes génétiques, d'accord? Analyse des pixels voisins et analyse de critères d'homogénéité, d'accord? Il y a toujours un critère pour assembler. Est-ce que c'est la couleur? Est-ce que c'est la distance, etc. Très souvent, c'est la distance. Croissance de la région jusqu'au critère d'arrêt, plus aucun pixel ne satisfait le critère. C'est-à-dire là, on a un critère d'arrêt, ou bien nous avons un nombre de pixels déterminé, un nombre d'itérations déterminé, ou bien nous avons un seuil, c'est quand il n'y a pas d'amélioration entre, par exemple, la énième et l'avant-dernière itération. Donc, implémentation relativement simple avec de bons résultats, notamment en médecine. En médecine, ils utilisent énormément ça, c'est-à-dire la segmentation très utilisée en médecine. Et c'est une méthode qui est quand même considérée maintenant rapide, parce que je tiens aussi à le dire, que la notion de temps réel, notion de rapidité, à travers les années, chaque fois, on se dit, tiens, cette méthode n'est pas temps réel. Dès qu'ils apparaissent des ordinateurs plus rapides, etc., avec des cartes graphiques et tout ce que vous voulez, où nous avons des stations avec GPU, etc., à ce moment-là, on dit, ça y est, on ne parle plus de rapidité. Donc, cette notion de rapidité reste relative, d'accord? C'est-à-dire, on la tient avec des pincettes. OK. La limite, c'est que la performance très dépendante de l'initialisation. En effet, le fait qu'on commence à partir d'un pixel, c'est-à-dire certains pixels, donc le choix, s'il est aléatoire, donc ça dépend de l'initialisation. Mais des fois, à ces méthodes de segmentation, pour les améliorer, on met une première méthode. C'est-à-dire on la combine avec une première méthode qui nous détermine les meilleures gerbes. D'accord? Donc, un mauvais choix des pixels germes entraîne une mauvaise segmentation. Donc, et en même temps, dépend souvent de l'ordre de traitement, c'est-à-dire l'ordre dans lequel sont ajoutés les pixels dans une région a une influence sur le résultat, c'est-à-dire le critère. D'accord? D'ailleurs, pour vous dire que c'est une méthode, c'est vrai, facile, qui nous donne de bons résultats et tout, mais je vous assure qu'il y a encore de la recherche. En ce moment, une thèse de doctorat où le travail d'ILO, c'est de trouver les germes, de trouver les pixels pour faire de la segmentation. Et pour vous dire que les choses ne sont pas aussi simples que ça. Donc, il a travaillé toute sa thèse de doctorat. Il n'a pas encore soutenu. Bientôt, il va soutenir, Inch'Allah. Rien que pour déterminer les gens, mais il a utilisé pas mal de méthodes, etc. D'accord? Pour retrouver les gens. Est-ce que c'est clair? Donc, tout ce que vous pouvez retenir sur croissance de région, c'est que c'est une méthode intéressante, assez intéressante, qui est assez utilisée, d'accord? Bon, maintenant, avec Deep Learning, tout a été remis en cause, à Segnet, etc. Mais sinon, elle est assez intéressante, ne demande pas beaucoup de temps. Bon, le seul inconvénient, c'est un peu l'initialisation, etc. D'accord? OK? Je passe donc à la méthode. Ensuite, toujours dans les croissances de région, j'ai la méthode de division, Splite, qui a été mise au point depuis un très bon nombre d'années, mais qui est toujours utilisée, c'est-à-dire c'est une approche, bien sûr, descendante. Ça veut dire on commence à partir de l'image et on commence à diviser, bien sûr, selon des critères toujours. Donc, c'est pour ça qu'on l'appelle descendante. Donc, en partant de l'image de départ, cette méthode consiste à diviser l'image de façon automatique, c'est-à-dire une division récursive. Et c'est là le problème, d'accord, en plusieurs images, jusqu'à obtenir
des régions homogènes. Quand on fait la division, ou bien on la fait systématique, ou bien selon des critères. D'accord. Donc, là, c'est un petit peu le pseudo-algorithme. Partitionner la région, par exemple, à partir d'une partition, à partir d'un histogramme. Déjà, nous avons une telle partition. On va pour chaque région résultante, encore c'est-à-dire encore partitionner, c'est-à-dire revenir à 1. Donc, c'est la division. Une des méthodes qui est très connue, qui est très les méthodes de division, c'est quoi la quadri-tree. Tout dépend de votre application. Si vous avez par exemple une scène qui n'est pas très encombrée, moi je ne vais pas m'embêter avec une méthode qui utilise le deep learning ou la haja. Une simple segment, des fois Camille et c'est bon. Camille c'est bon. D'accord. Donc attention, ça veut dire il y a toujours qui m'appelle comme l'application TACOM. Donc, exemple de cette méthode quadri-tree, elle dit qu'est-ce qu'elle fait? Elle divise par 4, elle divise systématiquement par 4, à un moment donné. Donc, découpage en 4 de la portion d'image correspondant à un nœud, si elle n'est pas homogène, à chaque fois on la découpe en 4 fils. Bien sûr, tout de suite vous allez me dire, madame, l'inconvénient, c'est que les choses dans la vie réelle, les images ne sont pas toujours aussi carrées que ça. On ne peut pas toujours les diviser. D'accord. C'est pour ça que cette méthode, elle n'est pas tout le temps utilisée toute seule, à moins qu'il marque comme dans une scène qui n'est pas du tout crowded, c'est-à-dire les objets sont parsemés ou là des choses sont parsemées. Mais je ne vois pas l'utilisation, par exemple, d'une telle méthode en médecine ou en recherche, par exemple, la forme de la cellule pour dire qu'il y a un cancer ou il n'y a pas de cancer et tout. D'accord. Donc, très souvent, elle est utilisée comme méthode initiale, par exemple, pour la région, approche par région. D'ailleurs, c'est ce qui a donc l'inconvénient. Les découpages sont contraintes, les découpes sont contraintes, par le cadre rigide de la définition. Elle est adaptée pour des images déjà carrées, ok, utilisée très souvent comme partition initiale pour une méthode de fusion. D'accord. Ce qui a laissé, c'est-à-dire qui a donné naissance en méthode tani fusion. Je peux l'utiliser مع الأول هكذا, etc. Un découpage, je décide, ces deux-là seront en fusion. هذه وهذه fusion, donc هذه fusion. D'accord. Donc, elle est utilisée comme ça. Fusion, bien sûr. Pardon. Donc, c'est une approche ascendante, la fusion, elle ressemble à croissance de région, mais le point de départ, c'est pas la même chose. Elle part à partir de pixels. Par contre, elle part d'une répartition initiale. Fusionner tout couple de régions adjacentes qui vérifie un critère d'homogénéité. D'accord. Faites la différence entre merge et par exemple croissance de région. Non, c'est pas pareil. Elle part d'un pixel où elle rassemble autour de certains pixels aléatoires, tous les pixels dont le critère d'homogénéité est satisfait. Par contre, non. Elle regroupe, elle fusionne, elle merge des régions déjà là. Donc, les algorithmes de fusion diffèrent par la forme des régions de fusion, c'est-à-dire nombre de pixels par région, parce qu'il y en a beaucoup d'algorithmes. Le critère de fusion, est-ce que c'est la couleur? Est-ce que c'est la distance? Il y a pas mal de critères, la texture peut-être. Et l'ordre dans lequel se font les fusions. Ah oui, que le problème, le résultat d'une segmentation n'est pas unique. On peut avoir pour une même image plusieurs segmentations et qui sont justes. C'est-à-dire, ce n'est pas des segmentations fausses, mais la manière dont on a procédé, elle n'est pas pareille. Donc, l'ordre dans lequel commence la fusion est très important. Vous décidez de commencer vous décidez de commencer par ceci, par cela, ça ne donne pas du tout le même résultat. Je pense que vous pouvez faire, si vous aurez le temps de le faire, en TP, vous allez voir, ou là, vous changez de critère, c'est tout à fait normal. Mais même l'ordre, c'est-à-dire la rigidité de commencer par l'ordre, est un problème à la fusion, à merge. OK? Donc, par exemple, de meilleurs résultats sont obtenus en alternant division et fusion, ce qui a laissé place à une méthode split and merge. C'est une méthode qui en fait découpage, fusion, découpage, fusion. C'est-à-dire on a de meilleurs résultats. D'accord? Vous voyez là un exemple, d'accord? Vous avez un découpage à chaque fois, une fusion, etc. Vous alternez entre les deux, d'accord?
une alternance entre les deux, on obtient de bons résultats. Alors, est-ce que vous avez des questions? Parce que je vais passer à un autre. Hadou, c'est des méthodes classiques, établies, qui longtemps ont été très utilisées, ou qui m'accordent comme si vous êtes, par exemple, dans un problème. Par exemple, personnellement, je travaille avec mon doctorant sur une scène interprétation de scène. Le problème تاعنا, c'est interpréter la scène en utilisant des objets. هذا هو البروبلème تاعنا. Alors, bien sûr, étant donné l'image d'une scène, il a fallu qu'on détecte les objets. Pour détecter les objets, on a commencé par faire une segmentation. Eh bien, une simple segmentation de Camis. Nous avons trouvé les objets. On a reconnu les objets en utilisant. Qu'est-ce que nous avons utilisé? Qu'est-ce qu'il a utilisé, mon doctorant? Il a utilisé LBP plus. LBP, bon, j'ai oublié, ça fait un moment déjà. En tous les cas, qui m'a le soft vraiment simple. On va être le problème de classification de scènes, parce que c'était ça le problème. On avait des scènes pas trop encombrées, avec quelques objets. Le problème, c'était d'interpréter une scène. Mais pas qu'on a qu'un problème, par exemple, de médecine. Par exemple, vous avez une image, une partie, par exemple, qui représente l'anatomie de quelque chose ou la haja. D'accord? Vous voulez reconnaître, par exemple, j'ai vu que les gens, pour reconnaître un cancer, les médecins, ils utilisent la forme de la cellule, est-ce qu'elle s'est modifiée, et la texture. Là, vous avez besoin de vraiment une bonne segmentation parce que les cellules, il y en a énormément sur un bout de chair, ou là, c'est le cancer de la peau, là, un prélèvement, par exemple, comme l'année passée, on avait à détecter les cellules, plutôt les virus de malaria sur un prélèvement sanguin. Croyez-moi, ce n'était pas du tout évident. D'accord? Il a fallu une segmentation. On a commencé par les méthodes de traitement d'image. Ça n'a rien donné. On était obligé d'aller vers, en utilisant les méthodes de machine learning. Avez-vous des questions? C'est bon? Je passe à... C'est clair? OK. Donc, je passe en méthode de classification, des méthodes de segmentation basées sur la classification. C'est ce qui est maintenant plus ou moins très à la mode et très tendance. Ces méthodes utilisent les caractéristiques des pixels plutôt que la disposition spatiale des pixels. La différence entre la classe ou la classe région, etc. La classe région, comme c'est les distances. Je vais les distances, c'est-à-dire j'ai un pixel ici, j'ai un pixel. Il appartient à supervisé ou là il appartient le n. La distance va nous dire qu'il appartient à cette kelma. D'accord? C'est les méthodes, région, etc. dont j'en ai parlé. Par contre, les méthodes de classification, non, c'est un autre critère, c'est-à-dire on utilise plutôt les caractéristiques c'est-à-dire les caractéristiques des pixels plutôt que la disposition. Chaque pixel se voit affecter une étiquette. C'est une classification qui représente la classe à laquelle il est affecté. Il existe deux approches de la classification, comme partout, supervisée et non supervisée. Donc, supervisée, on connaît le nombre de classes. Non supervisée, Kikimaka, Mis faisait ses Mis, et ainsi de suite. Ces méthodes nécessitent de fixer le nombre de centres des classes à l'avance. Ça, c'est un petit peu la limite, d'accord? Donc, je ne parlerai pas en détail de Camis. Bon, normalement, j'en parle, mais je me sens que vous l'avez déjà étudié, Camis. Donc, je passe rapidement, d'accord? Donc, Camis, tout le monde connaît un petit peu le principe. Donc, vous avez certains centroïdes. Vous faites des itérations en utilisant, par exemple, la distance euclidienne, une simple distance et tout. Et à chaque fois, vous recalculez le nouveau centroïde, ainsi de suite, jusqu'à ce qu'il n'y ait aucune amélioration entre, par exemple, une segmentation et la segmentation suivante. Bien sûr, le problème de Camis, comme je vous ai dit, le doctorant qui est en train d'étudier un petit peu le nombre de comment trouver adolescente, c'est l'initialisation et le choix du nombre de la classe, le nombre de choix de clusters qu'il va trouver.
La même chose pour fusémine, c'est un petit peu une variante de K-means dans les principes, c'est-à-dire nous avons, au lieu de dire qu'un pixel comme K-means, il appartient à ce cluster ou bien à ce cluster, on dira qu'il appartient avec une certaine probabilité. D'accord? On m'avait dit que vous avez... Oui, 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 énormément, oui. Mais il y a beaucoup de gens qui, comme je vous ai dit, si vous voulez vraiment une bonne segmentation, vous allez vous casser la tête à trouver, par exemple, K-means, vous allez trouver les centres, vous allez initialiser, faire une certaine segmentation initiale, ou là, comment vous allez retrouver tout ça. Mais si vous avez besoin de... Par exemple, mon doctorant, pour vous faire profiter un peu d'expérience de mes doctorants, il a utilisé, parce que le problème, c'est l'interprétation de scène. Étant donné des objets, qu'est-ce qui se passe dans cette scène? D'accord? Parce que par exemple, vous êtes dans une classe en train d'étudier, quelqu'un qui prend une seule image statique, l'interprétation de scène, c'est de donner du texte à partir des images. Donc, la première chose, on va distinguer, ce sont des étudiants, des personnes. Nous allons détecter aussi les micros ou les haja, où là, on va détecter le tableau. Mais bien sûr, ce n'est pas aussi simple que ça. On va dire que ces étudiants sont en train d'étudier. Mais bien sûr, on peut toujours être teiné, on peut penser qu'il s'agit d'une salle de cinéma. L'écran, les personnes assises, etc. Donc, ce n'est pas aussi simple que ça. Donc, qu'est-ce qu'il a utilisé? Il a utilisé le K-means, qui m'a dit pour faire la segmentation. Mais bien sûr, ce qui l'intéressait le plus, c'est le temps. Le temps de réponse. Qu'est-ce qu'il a fait? Je m'en comme des idées simples, mais c'est de la recherche. Au lieu d'appliquer K-means sur tous les pixels de l'image, il a appliqué K-means sur l'histogramme de l'image. Et ça lui a fait une publication. Je vous l'idée, elle est simple, mais elle est originale. Alors, il a gagné énormément de temps. Il a appliqué sur l'histogramme de l'image. Parce que quand vous avez l'histogramme, vous avez déjà les clusters, plus ou moins, d'accord? OK. Donc, voilà, par exemple. Alors, Hadou, c'est les méthodes basées sur les régions. Donc, j'ai classé la classification. Maintenant, région, classification. Mais ça, nous les classifications parce que, pardon, je suis où? Région. Classification. J'ai parlé de la classification. Oui, ils sont toujours là. Maintenant, je reviens les classifications parce que c'est là que maintenant, il y a des méthodes très intéressantes. Alors, les méthodes de segmentation basées sur le contour, elles ont existé, on ne va pas les zapper parce que maintenant les gens ne les utilisent pas, mais elles ont existé. Ok, les gens qui les utilisent jusqu'à présent, par exemple, les gens qui recherchent, par exemple, le mouvement, ils recherchent juste la silhouette d'une personne, ceux qui recherchent juste le squelette d'une personne. Ça dépendra des applications. Donc, contrairement à la méthode région, elle ne tient pas compte des relations entre les pixels, mais plutôt des frontières entre les régions. Donc, la segmentation, elle tient compte, c'est normal, des frontières. Alors, le principe est de rechercher dans l'image les contours afin de séparer les différents. Vous pouvez rechercher des contours et dire le contour fermé, c'est une région, le contour. Ça peut même être utilisé comme méthode initiale pour une approche région, etc. Bien sûr, qu'est-ce qu'on utilise pour retrouver les contours? On n'oublie pas, il y a les filtres dérivateurs, c'est-à-dire Sobel, dérivée première, etc., Sobel, Roberts, etc., qu'est Laplacien aussi. Donc, la méthode, c'est d'extraire les minimums locaux, de sélectionner les trucs en faisant le sillage, fermeture des contours, parce que vous savez que les contours dans une image réelle ne sont pas aussi parfaits que ça. Donc, nous pouvons utiliser plein de méthodes pour les fermer, ou bien l'interpolation, ou bien les méthodes morphologiques, d'accord, etc. Des discontinuités peuvent apparaître. Pour y remédier, on utilise des méthodes qui permettent la fermeture des compteurs, ainsi d'obtenir des régions fermées. Donc, c'est vrai que des fois, on arrive à fermer bien, mais il ne faut pas toujours imaginer le cas idéal. Imaginez surtout des cellules, par exemple, pour tout ce qui est médecine. Des fois, est-ce que vous devez dire que les deux cellules qui ont des points, des ouvertures, est-ce que c'est la même? Ou là, vous allez enlever, scinder les deux cellules, mais si scinder le contraire, ou là, au contraire, il faut scinder les deux cellules et dire que ce sont deux cellules différentes. Là, on n'en sait pas, d'accord? C'est pour ça qu'en médecine,
Jusqu'à présent, la segmentation, il y a une segmentation qui est faite automatique. Le praticien, il a sa propre segmentation lui-même. D'accord. Ben, je ne sais pas avec maintenant Deep Learning ce qu'il en est, mais c'est comme ça qu'il travaillait avant. Alors, les méthodes basées sur l'utilisation de feed, qui m'accordent comme ça, Sobel, parce qu'il ne prend pas beaucoup de temps, Kani, Playwright, Dirichlet, etc. Le problème, c'est les contours non fermés et délimitation des régions. D'accord. Est-ce que c'est clair? Vous me suivez? Ça va? OK? Oui, madame. Oui, Très madame. bien. OK. Alors, donc, à un moment donné, je vous parle de toutes les méthodes, même qui m'a dit, par exemple, elle a été maintenant abandonnée. Mais je vous assure que ça fait quelques années, j'ai un monsieur Dericha Babzouar, parce que c'est un Algérien Tana, c'est un grand chercheur à l'étranger. Il est venu nous faire quand je vous dis quelques années, ça fait pas 25 ans là, la fin les années 1998, début des années 2000. On était émerveillés de l'approche. Mais maintenant, personne n'en parle parce qu'elle est compliquée. Donc, le contour actif ou le snake. D'accord. Qu'est-ce qu'ils essaient de faire? Je ne sais pas si vous arrivez à voir. Voilà, ils mettent un contour, le grand kbir, autour des trucs qu'ils veulent segmenter, en calculant en fonction d'énergie, le contour se rapproche, il épouse la forme. D'accord. Donc, c'est une méthode très utilisée et connue en vision par ordinateur, mais ça, c'est un peu vieillot, parce que maintenant, elle n'est pas aussi utilisée que ça. Donc, initialisation d'une courbe assez proche du contour à extraire, et on fait des déformations du contour actif de façon qu'il atteigne une position d'énergie minimum. Il y a une fonction d'énergie qui est utilisée. Donc, elle a été utilisée assez longtemps. Aucune des méthodes aussi que je n'ai pas citées, qui m'a la méthode parce qu'elles sont plus utilisées. Elle a été utilisée surtout en médecine. Les deux bassins, avec la méthode, les deux bassins. J'ai oublié le nom. S'il me revient, je vous le dirai. Je n'en parle même pas parce que maintenant, on ne l'est pratiquement pas utilisée. Elle a laissé place, les méthodes de segmentation par apprentissage. Maintenant, c'est ça là, un petit peu que la robe. Ok. On va parler des méthodes par apprentissage et là, suivez-moi bien, elles sont utiles et elles sont intéressantes, mais difficiles à mettre en œuvre. Alors, la segmentation par apprentissage est une technique de segmentation quelque peu différente des approches classiques de l'apprentissage tout court. De segmentation ne se basant que sur des critères caractéristiques globales de l'image, comme l'intensité ou la couleur du pixel. Une segmentation par apprentissage est une méthode de segmentation orientée pixel, où un modèle d'apprentissage est mis en place dans un premier temps afin de pouvoir attribuer chaque pixel à une classe. Donc, il ressemble à la classification, mais c'est qu'après la révolution apportée par la technique de deep learning que les approches par apprentissage sont renées. C'est même à l'oul qui درنا les méthodes d'apprentissage par classification, mais elles étaient lentes, chaque pixel est là. Mais qui a eu le deep learning, ces méthodes le top du top. Et en plus de ça, même avec le deep learning, maintenant, il y a le temps qui a évolué. Là, vous voyez des segmentations qui m'a segné tout là. Vous restez bouche bée, d'accord? Alors, les approches de segmentation basées sur l'apprentissage aidé se divisent en deux grands types. Qu'il y a une approche basée sur la classification non supervisée, on les appelle segmentation sémantique non supervisée, c'est ce que nous recherchons, c'est un peu l'idéal, et les approches basées sur la classification supervisée, appelée segmentation d'instance. Je ne vais pas vous en parler, vous embêter avec tout ça, parce que c'est des thèmes de recherche. Il y a beaucoup de choses à dire et à redire. Je vais parler brièvement, ensuite vous poser un problème. D'accord? À la différence des approches de segmentation classiques
qui segmente les pixels d'une image en un ensemble de régions en se basant sur des caractéristiques générales comme la couleur ou l'intensité, ou comme critère la distance et tout. La segmentation sémantique, quant à elle, est une approche de segmentation basée sur chaque pixel qui effectue une opération de classification à une classe particulière. Le processus de classification peut être supervisé ou non supervisé, mais dans tous les cas, une seule et unique segmentation est proposée. Je te dis déjà bien. Une seule et une unique segmentation est proposée, contrairement aux autres. D'accord? Comme le résultat final, à l'instar des approches de segmentation classique qui peuvent supporter plusieurs segmentations possibles. C'est un résultat de recherche, c'est prouvé. Il a été prouvé par la recherche. Donc, les approches sémantiques peuvent vous donner une seule sémantique. D'accord? Mais si qui les distances et tout, peuvent vous donner plusieurs segmentations. Vous allez voir un exemple, vous allez vous rendre compte de ce que je suis en train de dire ici. Alors, Heilig, un exemple de segmentation. Ah, bon, l'image, Heilig, c'est des tables et des chaises. Ça, je l'ai pris de la thèse de doctorat de mon étudiant, de mon doctorant. Voilà. Hamlik, les segmentations proposées. Donc, B présente une parfaite segmentation sémantique. Regardez, une parfaite sémantique. D'accord, Hadi. Il est à noter que toutes les chaises appartiennent à une seule classe, illustrée par une coloration bleue. Chaise, 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 chaise et table. Par contre, C, elle fait la différence. Elle présente une segmentation par instance. Par instance qu'on appelle naïve. Les trois chaises, alors que c'est des chaises. Même c'est des chaises. Par contre, par instance, non. Donc, connectés sont considérés comme étant dans un segment commun. D'accord? Les parties de chaises étant dans une zone de la scène différente sont étiquetées dans un autre segment. Donc, ils font la différence. Ils disent d'accord, je vois déjà la différence. OK. D présente une segmentation d'instances correcte. Elle dit naïve. Naïve parce que, grosso modo, les chaises. Par contre, on l'appelle correcte, du fait que toutes les chaises sont séparées une par une. Tu vois, Naya? Tu vois l'évolution. Tout ça, c'est des chaises. On va par instance dite naïve, les chaises, les chaises. C'est-à-dire il y a une séparation de distance. Par contre, non. Une chaise, deux chaises, trois chaises, quatre chaises, une chaise. C'est l'idéal. D'accord? Cette propriété, donc l'instance chaise est reconnue et dénombrée. Dénombrée, c'est-à-dire suivant le nombre de chaises existant dans la scène. Cette propriété de dénombrement, énumération d'instances d'objets dans la scène, est une spécificité propre à l'approche de segmentation par instance, à la star de la segmentation sémantique qui regroupe toutes les instances de chaises dans un seul et même classe ou la segment, les chaises. Toujours est-il, il est très difficile de réaliser une segmentation par instance parfaite, comme le montre la figure, la différence entre les parties C et D. C'est pas aussi simple que ça. Surtout qu'il il n'y a qu'une personne, il y a qu'un humain qui peut faire un truc pareil. Est-ce que vous voyez l'exemple? Est-ce que vous comprenez les aléas à la segmentation? Oui, madame. Très intéressant. Si un jour vous avez besoin de segmentation, vous tfakro ce genre de truc, ou tfakro quelle est la méthode qui sera utile pour vous. D'accord? هذه حاجة واعرة بزاف هذه ياك le deep learning là où يدير دوكا فيها هذه. Parmi un exemple de segmentation par instance, par apprentissage, le fameux segnet. هنا لو كنت تدخلوا dans des vidéos تشوفوا كيفاش يسيغمونت. أنا je reste bouche bée en temps réel. Hein. Moi j'ai vu des comme ça de la prochaine fois نجيب لكم une vidéo là vous pouvez regarder vous-même là c'est pas possible. J'ai vu une personne comme ça marcher dans la rue, elle a son téléphone, elle marchait, elle segmentait d'une manière parfaite.
هذه سجنت vraiment يعني كيما يقولوا ça a été une révolution. Donc, à la différence de la segmentation sémantique, où les pixels sont aussi bien assignés à des instances, aucune information n'est donnée à propos du nombre d'instances de chaque classe dans une image. Donc, c'est net qui est faite avec le deep learning. Pour terminer ce chapitre, qui est un gros chapitre, dans lequel surtout j'ai abordé la segmentation, et la segmentation elle-même, dans le temps, les gens la traitaient comme étant de l'analyse d'image, mais tellement de coulettes, parce que comme dans le temps, ça fait quelques années, segmenter l'image pour la médecine, bravo. Mais donc, nous avons sur la conduite assistée, sur l'interprétation de scènes, détection des, par exemple, d'objets, par exemple, détection de mouvements de foule dans un aéroport avec le terrorisme, etc. Et tout. Donc, les gens, de plus en plus, la segmentation, c'est une étape. Tout comme le rehaussement du contraste ou la suppression du bruit. Donc, le traitement d'image. Mais il y en a énormément de méthodes où nous c'est très difficile de les classer parce qu'il y a ascendante, descendante, qu'il y a non par classe, c'est-à-dire région, apprentissage, classification, etc. Par comment on appelle aussi contour, etc. Donc moi je vous ai donné quelque chose qui me ressemblait, qui me paraissait simple à retenir, surtout que c'est un cours. Il a vous vous intéressez, vous saurez et vous retrouver. Donc, en résumé, pour obtenir une bonne segmentation, nous avons besoin d'un pré-traitement et même d'un post-traitement pour une bonne segmentation. Donc, il y a correction de la géométrie, rectification basée sur les interpolations. Ça, c'est le prochain chapitre, d'accord? Amélioration de contraste, je fais un histogramme. Je vous résume pour que vous ne soyez pas perdus. Réduction du bruit, c'est-à-dire le filtrage de voisinage, etc. Filtre gaussien, filtre médiane, filtre morphologique, Madame, etc. Oui. Madame, vous pouvez répéter à propos de la segmentation d'image parce que j'ai eu une coupure. من الأول كامل. Non, juste le diapo qui vient avant. C'est-à-dire celui-là, Segnet. Oui. هذا Segnet, قلت لكم, c'est ce qu'il y a de mieux maintenant pour la segmentation. Et je disais à vos camarades, لو كان تروحوا sur YouTube, vous allez voir des vidéos, des gens qui ont fait de la segmentation en utilisant هذه Segnet, en utilisant leur téléphone. Moi, j'ai vu une personne le faire. Je suis restée bouche bée. Elle faisait vraiment de la segmentation en temps réel. Et je disais qu'elle est parfaite, ou même le deep learning, c'est long, c'est ceci, etc. Il faut, les gens, n'est-ce pas, ici, Céline pourra vous dire avec sa copromotrice, ils sont en train de travailler pour proposer des architectures beaucoup plus rapides et pourquoi pas utiliser sur téléphone portable, carrément, parce que maintenant les téléphones portables aussi, ils ont connu un grand développement. Ils sont aussi sont très rapides et tout. Donc, tu fais de la segmentation presque en temps réel. Magnifique, parfaite. Parfaite au vrai sens du mot. Donc, je vous ai dit, je vous invite à aller voir, pour exemple, donc maintenant, Segnet, c'est ce qu'il y a de mieux. D'accord? Donc, qui m'a dit comme ça, Bnadem, Tani, il a mis Segnet, qui m'a fait de l'interprétation de scène, je ne vais pas utiliser Segnet. Parce que c'est parfait, certes, mais ça consomme. Kamis, ça m'a suffi pour détecter mes objets dans la scène. D'accord? Est-ce que c'est bon? Je vous ai dit, je suis en train de résumer, pour avoir une bonne segmentation d'images, il faut quand même un pré-traitement, il faut quand même un post-traitement. Mais bien sûr, qui ne dit au Segnet ou là, je pense que je même pas pré-traitement. Alors là, c'est certain, mais post-traitement. Mais qui me dit par région ou la haja, qu'on a besoin de ces traitements, de ces phases, je dirais. Donc, il y a correction de la géométrie, c'est-à-dire la rectification, chose que nous allons voir le prochain chapitre, Inch'Allah. Et il y a la méthode d'amélioration de contraste, les méthodes basées sur l'histogramme, et la réduction du bruit, les filtres de voisinage, les gaussien, linéaire, moyenneur, non linéaire, on trouve médiane, etc. Il y a aussi des post-traitements, les filtres morphologiques, élimination des trous dans les objets, suppression des artefacts,
Par exemple, vous avez une image, vous avez une tâche là au milieu, donc vous utilisez des filtres, ou bien fusion d'objets qui sont scindés, d'accord, vous les mélangez, au contraire, division d'objets qui sont fusionnés, en médecine surtout, d'accord. Donc, voilà ce que j'avais à vous dire sur la segmentation d'images. Avez-vous des questions? Parce que je vais aller vers un autre chapitre. Avez-vous des questions? C'est clair pour moi. C'est clair la segmentation pour tout le monde? Comme c'était je l'ai résumé, disons, en 1 heure ou là une demi-heure, dites-vous que c'est pas aussi simple que ça. D'accord, donc j'arrête le partage. En attendant, vous pouvez me poser des questions pour choisir un autre. Un moment, Bark. Alors, je n'ai pas préparé le chapitre. Vous pouvez me poser des questions en attendant, d'accord? Le chapitre 5, en tous les cas, il sera, comme je vous ai dit la dernière fois, il sera consacré aux applications. Désolée pour le temps que je mets parce que pas préparé on ne s'est pas terminé. Voilà. Ok. Voilà, j'y suis presque. Ça va, vous n'avez pas de questions? Pas de questions sur la segmentation? Alors, I was wondering how does research always find ways to contribute and this most method have already. C'est vrai, c'est un problème, ce que vous dites là, l'Arbi, c'est un vrai problème pour la recherche. C'est un vrai problème pour la recherche. C'est vrai que de Kakiba, la segmentation, qu'est-ce que tu peux apporter? Qu'est-ce que tu peux apporter? Mais il y a quand même des petites contributions. Moi, je vous ai dit que je suis là sur une thèse de doctorat. Oui, la contribution TAO, c'est de trouver les centroïdes, la meilleure façon de trouver les meilleurs centroïdes pour une méthode de segmentation. Donc, par exemple. Et bien sûr, quand on fait de la recherche aussi, c'est vrai que maintenant, par exemple, l'interprétation de scènes, c'est-à-dire interpréter ce qui se passe dans une scène, c'est un sujet, image understanding, maintenant, c'est-à-dire vous pouvez facilement contribuer et publier parce que c'est des sujets qui sont nouveaux, il n'y a pas eu beaucoup de travailleurs, il n'y a pas eu beaucoup de recherche, donc vous pouvez facilement contribuer. Il y a aussi la médecine, aussi. Il y a pas mal d'applications, il y a la réalité augmentée. Aussi, on a besoin de beaucoup d'outils qui nous faciliteraient la vie. Rien que qui s'arrête la pandémie, les gens se sont roués sur la réalité augmentée pour
la réalité augmentée pour offrir des outils à des gens pour jouer, pour apprendre. La même chose, par exemple, si je vous donne un exemple de la thèse de doctorat de Madame Rahmoun, qui est votre enseignante, dont moi-même j'étais présidente de jury. Qu'est-ce qu'elle a fait dans sa thèse de doctorat? Elle a présenté, avec la réalité augmentée, elle a présenté un outil pour aider des étudiants en médecine pour faire de l'échographie, le geste échographique. Elle a reproduit le geste échographique parce que pour le faire, il faut qu'il y ait un malade, il faut qu'il y ait un médecin, il faut qu'il y ait des étudiants, c'est-à-dire des résidents qui vont essayer à tour de rôle. Ben, la personne n'est pas toujours contente. Hein. Et cette personne, pour apprendre, elle est obligée de passer par là. Donc, avec un outil de ce genre, l'étudiant peut apprendre tout seul sur un semblant de mannequin et avec la réalité augmentée, l'impression Taradec. J'avais trouvé le travail très intéressant et surtout très utile. Donc voilà. Vous avez dit spécialement Nowhere Simple Transfer Learning. Oui, Transfer Learning, c'est vrai, maintenant c'est tout le monde qui utilise ça. Moi-même, je l'ai utilisé avec mes étudiants, etc. Mais bon, je ne sais pas. Peut-être dans 2 ou 3 années, les gens vont trouver. Un transfer learning, ça a été une solution pour les gens qui n'ont pas, c'est-à-dire qui n'ont pas des bases de données très importantes, parce qu'on sait que la réussite du deep learning dépend énormément de 2 facteurs, le temps et, bon, je ne parle pas de l'architecture, le temps et la base et la dataset. On a fait avec mes étudiants qui détectaient le virus du malaria. Nous avons des images à l'hôpital de Ain Nadja. Elles étaient mal faites. Avec le prélèvement sanguin, ils mettaient beaucoup avec le produit de contraste. Vous ne voyez rien avec les cellules noyées dans le produit de contraste. On a essayé de faire les méthodes classiques, la vision par ordinateur, impossible. Traitement d'image et tout. On a essayé deep learning carrément, mais on a eu des soucis parce que même deep learning, on n'avait pas beaucoup d'images. Après, on a quelques images, elles sont presque toutes mauvaises et tout. On a transfer learning avec une dataset très connue, américaine, bien faite, qui on a obtenu de bons résultats. Et c'était un travail intéressant. Vous pouvez, si on a un peu de temps, dire comme sa démonstration à fait, c'était les membres du jury, ils ont adoré. Pourtant, c'est des étudiants en licence bac. D'accord? Est-ce que j'ai répondu à ta question, Larbi? Ok. Allez, une petite parenthèse. Vous êtes en train de faire, personnellement, je suis passionnée par la vision par ordinateur. Je suis vraiment passionnée, c'est de la passion. بالكم حاجه حلوه شي ديك تاع لي études هذوك تاع بزاف la théorie بزاف fondamentale. La vision par ordinateur, tout de suite vous avez une image, vous essayez de l'interpréter. Maintenant l'image elle est facile à voir avec le téléphone, et on a tellement d'applications comme je vous dis. Et même je vous dis, même à l'étranger, elle est très demandée. Elle est très demandée. Tout le temps, on reçoit des offres pour travailler, des offres pour faire de la recherche. Dès que nos doctorants soutiennent ou la haja, ils obtiennent facilement des postes post-doctorat, etc. Facilement. D'accord, pour vous dire. Parce que c'est nouveau et c'est intéressant et ça rentre dans notre vie. Moi, Madabia, imaginez, rien comme femme, j'aimerais bien avoir un robot qui me fait bien le nettoyage de la maison, qui fait plein de trucs. Une autre application, par exemple, quelqu'un veut venir à Babzouar, il a une application qui passe, c'est-à-dire avec le son, etc., avec des images qui lui montrera. Par exemple, pour nos nouveaux étudiants, où est-ce qu'ils se dirigent, quelles sont les salles c'est-à-dire, il y a pas mal de choses. On peut faire des choses les plus simples aux choses les plus compliquées. C'est fascinant, effectivement. Alors, nous allons à une partie, donc le module هذا تاعكم وتاعنا تقسموا en deux à ce niveau-là. Parce que chaque année, هذوك كاع نجريو عليهم جرينا في الخلا. Donc, on رجعنا en M1 jusqu'à la segmentation. Ça fait partie d'un module. Et à partir de là, il y a la vision stéréoscopique et les applications
vont faire partie d'un autre module qu'on a appelé vision artificielle. Il y a beaucoup de choses. On ne peut pas faire un seul module. Bon, ça a été une expérience. Il a fallu qu'on fasse. On ne pouvait pas changer le cahier de charge rapidement. Il faut au moins 3 années. C'est-à-dire, on s'est rendu compte de la première année que c'était vraiment un gros module. Il fallait le couper en deux. Mais vous avez des contraintes. Le cahier de charge, il ne faut pas le changer. On l'a changé. Donc voilà, vous êtes la dernière promo avec ce programme. C'est quoi la vision stéréoscopique? C'est tout un domaine de recherche et ça a été un domaine de ma thèse de doctorat, personnellement. Mais tellement que j'ai travaillé à l'aide qu'après, carrément, qui m'a dit votre camarade Larbi, que j'ai trop donné et que je n'avais plus rien à donner. Je me suis un peu intéressée à la détection de chutes chez des personnes âgées, à la conduite assistée, à la détection d'objets, à l'interprétation de scènes. Hadi, qui m'a dit, là, c'est bon, j'avais passé beaucoup d'années. C'est quoi la vision stéréoscopique? On utilise la vision stéréoscopique pour retrouver la 3D. Parce que l'image que nous captons avec une caméra, c'est une image 2D. La 3e dimension, elle est partie, elle a disparu. Il faut la retrouver parce qu'elle est utile, par exemple pour la conduite assistée. D'accord? Donc, comment on fait pour retrouver, même pour la DO, etc. Donc, comment on fait pour retrouver? Étant donné 2 images, il faut retrouver une image minimum droite, une image gauche, une image droite. Comment retrouver cette carte de profondeur que nous appelons la carte de disparité? Comme objet de mon sujet de doctorat, pour vous dire. La vision donc stéréoscopique fait référence à la capacité d'inférer de l'information sur la structure 3D. Vision stéréo, c'est-à-dire 2 scopique, ça veut dire un habin la 3D. Et les distances 3D d'une scène à partir d'au moins de 2 images optiques prises de points de vue différents. L'image, étant donné un objet, moi j'utilise 2 caméras, même en tant qu'être humain, on prendra des objets. On ne prend pas la même image, on prend des objets légèrement différents parce que c'est pas, il y a une distance, un minimum de distance. D'accord? Alors, le problème avec ça, le problème de la mise en correspondance ou appariement consiste à trouver un ensemble de couples formés chacun d'un point d'une image appariée avec un autre point de l'autre image. C'est quoi le matching? C'est quoi l'appareillement? C'est quoi la mise en correspondance? C'est le pixel, je connais le correspondant. Parce que oui, celui-là, c'est le correspondant. Mais en machine, ça, c'est une matrice de valeur. Ça, une matrice de valeur. Alors, on est obligé, tous ces pixels peuvent lui correspondre. Quel est celui qui lui correspond le mieux? Là, c'est tout un travail de recherche. OK. Donc, ce problème a une nature combinatoire. Et l'unique façon de réduire cette combinatoire est de définir une mesure de ressemblance entre un point d'une image et un point de l'autre image et d'utiliser des contraintes liées à la géométrie du capteur et de la scène. Rien que pour dire que 2 pixels se ressemblent, que 2 pixels, on peut leur faire le matching, il faut faire des hypothèses et des hypothèses. Tu as le capteur, la géométrie du capteur, tu as la scène, etc. Parce que, rappelez-vous les défis de la VO, l'éclairage, l'ombre, la rotation, tout ça, ça revient. D'accord? Ça revient la mise en correspondance. Alors, l'objectif, c'est mise en correspondance d'image, c'est-à-dire le matching. Le matching, quand je parle de matching, mise en correspondance, c'est vrai qu'on est en train de faire de pixels, mais c'est les mêmes techniques, même quand on a envie de faire un matching entre deux images, par exemple, pour retrouver une image, ou là, même dans d'autres, par exemple, dans de visages. Ou là. Cette mise en correspondance concerne plusieurs catégories d'objets. Ça peut être une mise en correspondance entre points, entre images avec d'autres images, objet avec un autre objet. Mais c'est toujours la même problématique. D'accord? Alors, un petit peu de mathématiques, etc. On est obligé d'en parler. L'acquisition d'une scène tridimensionnelle, 3D, par une caméra se traduit par une image résultat bidimensionnelle. L'information de profondeur est perdue lors du processus d'acquisition. Pourquoi? Parce que tous ces pixels-là, regardez, le point, voilà le point sur l'image, la représentation de tout, géométriquement parlant, la représentation de ces points
malgré qu'ils sont à des distances différentes, mais sur votre image, par exemple, vous avez une personne derrière elle, le cadre d'une personne, tu as l'impression que c'est une personne qui est derrière, alors qu'il n'y a pas de personne. Ça fait partie du background. Donc, tous ces pixels vont c'est-à-dire comment j'ai oublié le mot, sur cette image. D'accord. Ainsi, un pixel d'une image peut correspondre à une infinité de points tridimensionnels situés dans l'autre image. Donc, un pixel de cette image, une infinité de pixels situés dans la scène. D'accord. Pour supprimer toute ambiguïté et retrouver l'information de profondeur, la profondeur, d'accord. Il est nécessaire d'ajouter au moins un capteur au système d'acquisition. C'est une image, d'accord. C'est le principe même de la stéréovision. Il faut rajouter un autre capteur, une autre image ou un autre capteur pour trouver. Bien que avec le deep learning, les gens sont en train, j'ai travaillé moi-même sur ça, sont en train de trouver la profondeur en utilisant une seule image. C'est un sujet de recherche, d'accord. Mais réellement, dans la vérité, il faut au moins 2 capteurs. Alors, donc la stéréovision permet de retrouver la position tridimensionnelle du point d'une scène à partir de 2 images prises en même moment. En utilisant les ombres, non, les ombres, au contraire, on veut les éliminer. C'est un pré-traitement. Parce que pour toi, une ombre, c'est rien du tout, mais pour une machine, c'est une autre image. D'accord. Ce n'est pas en utilisant les ombres, c'est en utilisant un apprentissage sur les disparités, chose dont je vais parler plus tard. Tridimensionnel à partir de 2 images prises au même moment, mais à des points de vue légèrement différents. Donc, regardez, le point rouge, il se projette, c'est le mot que je cherchais tout à l'heure. Le point, il se projette il se projette il se projette ici, il se projette ici. Voilà les couleurs. Donc, grâce à ces 2 caméras, à ces 2 images, je pourrais retrouver la profondeur en utilisant un peu des mathématiques. D'accord. Alors, la stéréovision. Pourquoi j'ai ce schéma? Qu'est-ce que c'est que ce mélange? Je ne sais pas. L'essentiel, en utilisant un point, il se projette X left, Y left, X right pour chacune des caméras. Le point de vue, d'accord, ce point de vue, c'est ce que nous recherchons. D'accord, c'est ce que nous recherchons. Pourquoi nous recherchons ça? Parce que en tant qu'être humain, regardez une image, vous allez prendre une image avec vos 2 yeux, regardez la différence qu'il y a entre l'œil droit, je vais simuler ça parce que je ne suis pas devant vous, entre l'œil droit et l'œil gauche, qu'il y a une petite distance entre nos 2 yeux. D'accord. Donc, impossible, l'œil droit ou l'œil gauche, tu as capté exactement la même image. D'accord. Est-ce que je suis là? Pardon. Donc, impossible de capter exactement. Est-ce que vous comprenez? J'arrive pas à vous montrer, je sais pas, j'essaie de vous montrer ça, mais si j'étais devant vous, ça aurait été plus facile. Ça veut dire qu'on capte pas la même l'autre. Par exemple, l'image l'autre, par exemple, si l'image elle est légèrement décalée par rapport à ça. Et c'est ce décalage, cette différence entre le XY et le X gauche et le X droit, c'est ce qui nous donne la disparité. Et c'est grâce à cette disparité que nous pouvons retrouver la profondeur. Donc, de ce fait, les projections dans les 2 images d'un même point, de la même sens, n'ont pas les mêmes coordonnées. La projection dans l'image droite est décalée par rapport à la projection dans l'image gauche. Le décalage entre les coordonnées des projections est appelé disparité. Donc, qu'est-ce que nous appelons disparité? C'est le D, c'est la différence. Vous allez me dire, madame, c'est très facile là. Mais vous allez voir, le problème, voilà. Pour trouver XG moins XD, il faut que je trouve le correspondant de ce pixel. Une fois que je l'aurai trouvé, c'est vrai qu'il y a de la formule. Ou la disparité, elle vient de quoi ce calcul? Il vient d'une distance que je vais vous montrer maintenant comment on la calcule. À partir de la disparité, une simple technique de triangulation permet de calculer la profondeur d'un point de la scène. Est-ce que vous m'avez suivi un tout petit peu là?
قلت لكم شوفوا باش تفهموها نتوما en tant qu'être humain لو كان تقدروا تحكموا l'image vous allez fermer l'œil prendre une image avec l'œil gauche une image avec l'œil droit لو كان تلاقيوهم تشوفوا il y a une petite différence parce que واش شاف عجل la différence بين عينينا la différence géométrique هذيك la distance واش شافت عينينا gauche واش شافت عينينا droit كاين un petit décalage وهذاك le décalage هو اللي nous permet de retrouver la troisième dimension. Alors, tout de suite, je vous montre un exemple. Là, je vais faire la diaporama pour vous montrer. Haulik, par exemple, شوفوا Haulik X, Haulik sur l'image gauche, Haulik sur l'image droite. Hadi, c'est la focale, c'est la distance focale. Donc, Haulik le X, Haulik. Ou Hadi, la baseline, c'est la distance entre les deux caméras. Qui maintenant la distance bin عينينا. D'accord? فوق نيفنا. D'accord? C'est la distance. Ou Hadi, bon, c'est la baseline. Ou Hadi, c'est Z, c'est-à-dire la distance entre la scène, c'est ce que nous voulons retrouver. Hadi, il y a la profondeur. Regardez comment ça se passe. Qu'est-ce que nous remarquons? Nous remarquons que, le Pythagore, que le triangle ou le triangle kbir, ils sont semblables. Ils sont semblables. C'est des triangles semblables. C'est-à-dire quoi? X, hadi moins X prime, had la distance sur had le F, c'est la même chose que hadi sur Z. Ça ou la la. C'est des triangles semblables. C'est la même chose que baseline sur Z. Or, Hanaya, F est connu, la baseline est connue, nous recherchons l'autre. Donc, par un petit calcul, je retrouverai que ma profondeur, c'est quoi? C'est la baseline fois F sur X moins X prime. D'accord? Donc, si je veux retrouver Z d'ILI, je n'ai qu'à retrouver Hadi connu, Hadi connu. Ou Hadi X moins X prime, c'est ce que nous appelons la disparité. Donc, pour chaque pixel, nous avons une disparité. Si nous arrivons à trouver la disparité, je pourrai reconstruire ma scène. D'accord? Est-ce que vous m'avez suivi un tout petit peu? Oui, madame, ça va. شتو كيفاش دونك نلقى هذا اكس دونك الحكايه كامل في لا بروفوندور لا baseline correspond à quoi? C'est la distance entre les deux caméras, entre les deux foyers, les centres optiques des deux caméras. وحنايا analogie يقول بين زوج عينينا parce que حنا on a essayé de reproduire un peu le système humain, d'accord? حنا عينينا ماشي متلاصقين الى البون ديو عطانا زوج عينين وديستانس بيناتهم هكذاك سي با بور ريان. لو كان نحوسوا في لوبتيك ومع اصحاب لا ميديسين يفهموا لك كيفاش سو في ليماج داكور كيفاش حتى دايوغ جو كوني دي جون اللي مساكن كانوا عندهم دو زيو ايزون يو ان بروبليم راح لهم ان اوي اي با يقولوا لي بيسكو ما عرفوا واش معناتها عرفوا يقولوا لي اون ا بيردو لا نوسيون دو بروفوندور يقولوا لي مانيش نشوفوها دايوغ مساكن ما يصوغوش يتو غير على جال هذه يي بو فير دي بتيت شوز كوم سا يمشيو ايتترا مي اتونسيون داكور سي سا كي في لا ديفيرونس اونتر وكان هكذاك كون ربي عطانا برك عين وحده. D'accord? Est-ce que j'ai répondu à ta question, Moufok? Donc, Hadi, retenez bien que X moins X prime, c'est là, c'est la différence entre deux coordonnées. C'est la mise en correspondance. شكون هو X prime qui correspond à X? شكون هو X prime qui correspond à X? Bien sûr, c'est la scène réelle, c'est l'image captée gauche, ou c'est l'image captée droite. D'accord? Alors, donc, quand on parle de stéréovision, c'est pour retrouver la mise en correspondance. Quel est le correspondant de ce X? Donc, la mise en correspondance, kif. On a voulu faire le matching entre pixels, entre les segments, entre régions. Il y en a d'être entre régions. Oh là là, ça n'a pas marché du tout. Entre les segments, bien sûr, avec tous les problèmes, les segments. Ou donc avec les pixels. Autant j'ai fait ma thèse de doctorat, la mise en correspondance تاعي كانت Stephen Harris. Mais donc je pense qu'il est de mise en correspondance surf ou Tenia, mais bien sûr, surf c'est quelques points. Si on veut reconstituer l'objet, on ne va pas reconstituer que quelques points. On est obligé de reconstituer tous les points, tous les pixels. Donc فيها وعليها. Je sais pas les avancées تاع Hadoka, mais je pense qu'avec pixel ça m'aurait facilité énormément la vie. Donc, rapidement, je vais vous dire les pixels, c'est-à-dire nous pouvons considérer tous les pixels de l'image ou seulement une partie comme des points d'intérêt ou des points caractéristiques le long d'un contour.
d'accord? Généralement, leur attribution, les niveaux de gris, c'est la mise en correspondance entre pixels, mais نجيب les pixels. نقدر نجيبهم les points d'intérêt, نقدر نجيبهم les contours. Ou كيفاش ندير la mise en correspondance? Quel est le critère que je vais utiliser? Niveau de gris ou la couleur? Ni plus ni moins. D'accord? Je pense que c'est l'heure. Je termine juste les 2 points à dos. Les attributs généralement utilisés quand on fait la mise en correspondance entre segments, c'est la position, c'est l'orientation de segment, c'est la distance du segment, le niveau gris du segment. Bien sûr, l'utilisation, elle est limitée aux objets polyédriques, c'est-à-dire bien carrés, etc. Ce n'est pas tous les objets qui ont des segments. Circulaire. Les régions, qu'est-ce qu'on peut faire quand on fait de la mise en correspondance entre régions? On utilise ou le niveau de gris, ou la texture, ou la couleur. Ou le problème de région, il a été abandonné rapidement à cause du phénomène de distorsion, parce que quand vous faites de l'optique, quand on prend une image, des fois, il y a distorsion à cause de la caméra, à cause des conditions et tout. Donc voilà, j'arrête là. Je sais que vous avez besoin d'une petite pause pour terminer votre cours. Terminer vos cours. Alors, j'arrête là. On parlera de la prochaine fois du matching. Est-ce que c'est clair? Ça va? Ok, on s'arrête donc là la semaine prochaine en présentiel, Inch'Allah.